Au bord d'une route isolée, une fillette pauvre rêvait de monde magique, tout en vendant des confitures au conducteur. Par un après-midi ordinaire, elle vit une voiture de luxe se cracher sous ses yeux innocents. Cet étranger était en réalité son père biologique, qui n'avait jamais su qu'elle existait. Si cette belle histoire de dépassement de soi et d'amour vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Dans un petit hameau niché au cœur de la Provence, là où les champs de lavande s'étendent à perte de vue et où le temps semble s'écouler plus lentement qu'ailleurs, vivait une petite fille prénommée Léonie. Âgée de 7 ans seulement, elle habitait avec sa grand-mère, mamie Elisabeth, dans un modeste chalet en pierre au volet bleu lavande, situé en bordure de la départementale reliant Grasse à Aix-en-Provence. Chaque matin, Léonie se réveillait avec le chant des cigales et l'odeur de cannelle qui embaumait leur petite cuisine. Ses journées étaient rythmées par des rituels simples mais essentiels à leur survie. Mamie Elisabeth préparait des confitures artisanales, abricots lavande, fraises romarin, figues thym, selon des recettes ancestrales transmises de génération en génération, tandis que Léonie installait leur petit étal au bord de la route, attirant les automobilistes avec son sourire radieux et sa voix cristalline. « Confitures de Provence, les meilleures confitures de la région », criait-elle, aux voitures qui ralentissaient à leur approche. Malgré son jeune âge, Léonie affichait une assurance déconcertante. Vêtue de sa salopette en jean délavé et de ses bottes en caoutchouc jaune, elle négociait les prix avec aplomb, comptait la monnaie sans se tromper et racontait aux clients charmés l'histoire de chaque pot de confiture, comme une véritable commerçante aguerrie. Celle-ci, c'est la préférée de mamie. Elle cueille les abricots à l'aube quand ils sont encore couverts de rosée, expliquait-elle avec sérieux, tenant le pot comme un trésor entre ses petites mains. Et le miel vient des ruches de Monsieur Beaumont, juste derrière la colline. Ce que les clients ignoraient, c'était que ces ventes constituaient l'unique source de revenus pour ce duo improbable. Depuis que les parents de Léonie avaient disparu de leur vie, sa mère partie sans explication 4 ans plus tôt, et son père, un mystère total dont Elisabeth évitait soigneusement de parler, la fillette et sa grand-mère s'accrochaient l'une à l'autre comme 2 naufragés à une bouée de sauvetage. Mais le véritable secret de Léonie, ce qu'elle chérissait plus que tout, c'était sa collection de bouchons de bouteilles. Chaque jour, elle parcourait les fossés et les bas-côtés de la route, ramassant ces petits disques métalliques que les gens jetaient négligemment par la fenêtre de leur voiture. Rouge, bleu, vert, doré, argenté. Chaque bouchon représentait pour elle une histoire, un voyage, un destin inconnu. Le soir, dans la chambre minuscule qu'elle partageait avec sa grand-mère, Léonie sortait sa boîte à trésors de sous son lit. C'était une ancienne boîte à biscuits en fer blanc, ornée d'images défraîchies de la tour Eiffel et du mont Saint-Michel, reliques d'une époque où Élisabeth voyageait encore. Avec une patience infinie, la fillette nettoyait chaque nouveau bouchon, le polissait jusqu'à ce qu'il brille puis l'ajoutait à sa collection. « Qu'est-ce que tu fabriques encore avec ces vieilleries ?» lui demandait parfois Élisabeth, le regard attendri malgré son ton bourru. « Des cartes au trésor, mamie !» répondait invariablement Léonie, concentrée sur ses créations. « Un jour, elles nous mèneront vers quelque chose de magique, tu verras. » Sur le plancher usé, elle disposait ses bouchons selon des motifs complexes, des spirales, des étoiles, des chemins sinueux qui ne suivaient que la logique de son imagination fertile. Pour Léonie, ces assemblages colorés n'étaient pas de simples jeux. Ils représentaient des itinéraires précis, des cartes codées qui, elle en était convaincue, la guideraient un jour vers un trésor inestimable. « Regarde, mamie, celui-là, c'est le chemin vers la mer, et celui-ci, c'est la route vers Paris. Et ici, montrait-elle en pointant un arrangement particulièrement élaboré, c'est le chemin qui ramènera maman à la maison. » Élisabeth se contentait alors de caresser les cheveux auburn de sa petite fille, cachant les larmes qui menaçaient de déborder de ses yeux fatigués. Elle savait que la mère de Léonie, sa propre fille Camille, ne reviendrait probablement jamais. La lettre qu'elle avait laissée avant de disparaître était claire. « Je dois trouver mon propre chemin, loin d'ici. Prenez soin de ma petite. Un jour, peut-être, je comprendrai ce que signifie vraiment être mère. » La vieille femme n'avait jamais montré cette lettre à Léonie,
Comment expliquer à une enfant de 7 ans que sa mère avait choisi de l'abandonner? Comment lui faire comprendre que son père, cet homme brillant que Camille avait rencontré à l'université de Lyon, ignorait même son existence? Élisabeth préférait laisser à sa petite fille ses rêves et ses bouchons magiques. Ce que la grand-mère gardait également pour elle, c'était les résultats de ses derniers examens médicaux. Les douleurs qui la torturaient depuis des mois avaient enfin un nom, un diagnostic sans appel qui lui laissait peu de temps. Dans ces moments de lucidité, entre deux crises que seuls les médicaments, de plus en plus puissants, parvenaient à calmer, Élisabeth s'inquiétait pour l'avenir. Qui s'occuperait de Léonie quand elle ne serait plus là? Les services sociaux la placeraient-ils dans une famille d'accueil, loin de ce petit coin de Provence qui constituait tout son univers? Mais ses préoccupations, Élisabeth les dissimulait. Derrière un sourire courageux et des mains toujours actives, transformant les fruits gorgés de soleil en confitures onctueuses, enseignant à Léonie les secrets de la cuisine provençale, lui transmettant tout ce qu'elle pouvait avant que le temps ne lui soit compté. Tous les dimanches, quand les ventes étaient terminées, elle se rendait à pied jusqu'au village voisin pour assister à la messe. Léonie aimait ces moments solennels, où le silence n'était troublé que par les chants liturgiques et les prières murmurées. Elle observait les vitraux colorés qui projetaient des taches de lumière sur les dalles froides et imaginait que c'étaient ces bouchons de bouteilles qui créaient cette magie. « Mamie », chuchotait-elle parfois pendant l'office, « tu crois que Dieu collectionne aussi des bouchons ?» Élisabeth étouffait alors un rire, attirant les regards désapprobateurs des fidèles âgés avant de serrer fort la main de sa petite fille. « Si Dieu collectionne quelque chose, ma Léonie, ce sont les âmes comme la tienne. » La vie aurait pu continuer ainsi, simple mais digne, si le destin n'en avait pas décidé autrement. Car le monde de Léonie, limité à la cuisine parfumée de cannelle, à la chambre partagée avec sa grand-mère et à ses précieux bouchons, allait bientôt être bouleversé par une rencontre qui changerait tout. Ce fameux jour d'été. Alors, que la chaleur écrasante faisait miroiter l'asphalte de la départementale, Léonie était occupée à disposer ses bouchons sur le bas-côté, créant une nouvelle carte qui, espérait-elle, attirerait la chance. Mamie Élisabeth, affaiblie par une nuit particulièrement douloureuse, s'était assoupie dans le fauteuil à bascule sous la tonnelle. La fillette ne prêtait guère attention aux voitures qui passaient, absorbée qu'elle était par sa création. Son dernier bouchon, d'un rouge éclatant, venait de trouver sa place au centre du motif quand un bruit de klaxon strident la fit sursauter. Léonie releva la tête juste à temps pour voir une Maserati 4 portes noires lancée à vive allure sur la départementale. Le bolide de luxe zigzaguait dangereusement, comme si son conducteur luttait pour en garder le contrôle. Dans un crissement de pneus assourdissant, la voiture fit une embardée brusque pour éviter un renard qui traversait la route, puis dérapa sur le gravier, avant de percuter violemment un olivier centenaire en contrebas. Le choc fut si brutal que Léonie sentit le sol trembler sous ses pieds. Figée un instant par la stupeur, elle vit avec horreur une fumée grisâtre s'échapper du capot défoncé. En quelques secondes, cette fumée s'épaissit, virant au noir, tandis que des étincelles jaillissaient du moteur. « Mamie !» cria-t-elle, instinctivement, mais Élisabeth, assommée par ses médicaments, n'entendait rien. Sans réfléchir davantage, Léonie s'élança vers l'épave fumante. Ses petites jambes dévalèrent la pente escarpée à une vitesse surprenante pour son âge, ses bottes en caoutchouc jaune soulevant des nuages de poussière ocre sur son passage. Plus elle s'approchait, plus la chaleur devenait intense. Des flammes commençaient à lécher l'avant du véhicule. Arrivée à la portière conducteur, Léonie se dressa sur la pointe des pieds pour apercevoir l'intérieur de l'habitacle. Un homme en costume sombre était affalé sur le volant, immobile. Une mince traînée de sang coulant sur son front. L'airbag s'était déclenché, mais n'avait pas suffi à le protéger complètement du choc. « Monsieur !»« Monsieur, réveillez-vous !» cria Léonie en tambourinant contre la vitre. L'homme ne bougeait pas. Les flammes gagnaient du terrain, s'approchant dangereusement du réservoir d'essence. Dans un éclair de lucidité, Léonie comprit qu'il fallait agir vite. Elle regarda autour d'elle et aperçut une grosse pierre calcaire. Sans hésiter, elle la saisit à 2 mains et, rassemblant toutes ses forces, la projeta contre la vitre conducteur. Le premier impact ne fit qu'étoiler le verre. Léonie recommença encore et encore, jusqu'à ce que la vitre se brise enfin dans un fracas de verre sécurie.
Ignorant les éclats qui égratignaient ses bras, elle se hissa à hauteur de la portière et tendit la main vers l'homme inconscient. « Monsieur, ça, il faut sortir, vite !» Elle le secoua par l'épaule avec une énergie désespérée. L'homme émit un grognement sourd, ses paupières frémirent. Léonie insista, sa voix d'enfant, montant dans les aigus sous l'effet de la peur. « La voiture va exploser, s'il vous plaît, réveillez-vous !» Cette fois, l'homme ouvrit les yeux, désorienté. Son regard bleu acier croisa celui, déterminé, de la petite fille aux taches de rousseur. « Qui es-tu » balbutia-t-il. « Pas le temps !» répliqua Léonie en tirant sur sa cravate de soie. « Il faut sortir tout de suite !» L'odeur d'essence et de plastique brûlé devenait suffocante. L'homme, encore sonné, semblait incapable de comprendre l'urgence de la situation. Avec une présence d'esprit étonnante, Léonie se faufila par la fenêtre brisée et, ignorant les coupures sur ses genoux, parvint à déverrouiller la portière de l'intérieur. « Appuyez-vous sur moi !» ordonna-t-elle en passant son petit bras sous l'épaule de l'inconnu. L'homme, qui devait peser au moins 80 kilos, s'exécuta, machinalement. Ensemble, dans un effort qui semblait surhumain pour la fillette, ils s'extirpèrent du véhicule. Léonie l'entraîna aussi loin que possible de l'épave, gravissant péniblement la pente. Ils venaient à peine d'atteindre le bord de la route quand un grondement sourd retentit derrière eux, suivi d'une déflagration qui propulsa des débris métalliques dans toutes les directions. La Maserati venait d'exploser, projetant une boule de feu orangé dans le ciel provençal. L'homme s'effondra sur le bas-côté, le souffle court, fixant les flammes qui dévoraient ce qui restait de sa voiture de luxe. Puis son regard se posa sur sa minuscule sauveuse. « Tu m'as sauvé la vie !» articula-t-il avec difficulté. Léonie haussa les épaules, comme si secourir des conducteurs de Maserati faisait partie de son quotidien. « Vous saignez !» dit-elle simplement en pointant du doigt le front de l'homme. « Je vais chercher mamie. » Avant qu'il puisse répondre, elle s'élança vers le chalet, ses bottes jaunes patinant sur les graviers. L'homme la suivit du regard, incrédule. Sa vision était encore trouble, mais il distinguait la silhouette menue de cette enfant courageuse qui, sans la moindre hésitation, venait de l'arracher à une mort certaine. Quelques minutes plus tard, Léonie revenait en courant, suivie d'Elisabeth, qui, malgré sa faiblesse, s'était précipitée dès que sa petite fille lui avait raconté l'accident. La vieille femme s'agenouilla auprès du blessé, examinant sa plaie à la tête avec des gestes précis qui trahissaient une certaine expérience. « Médicale. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air, diagnostiqua-t-elle. Les blessures à la tête saignent toujours abondamment, mais vous pourriez avoir une commotion cérébrale. Il faut vous emmener à l'hôpital. »« Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura l'homme en essayant de se redresser. « Restez tranquille, » ordonna Elisabeth. « Léonie, va chercher mon téléphone pour appeler les secours. » Tandis que la fillette s'éloignait, l'homme sortit péniblement un smartphone de la poche intérieure de sa veste. « Inutile, » dit-il. « J'ai mon chauffeur et mon médecin personnel qui peuvent être là dans 20 minutes. » Elisabeth haussa un sourcil, peu impressionnée par cette démonstration de richesse. « Comme vous voulez, monsieur. »« Valentin, Antoine Valentin, » se présenta-t-il en grimaçant de douleur. « Je suis le PDG de Valentin Industries. » Le nom ne sembla pas faire d'effet particulier sur Elisabeth, qui se contenta de hocher la tête poliment. « Elisabeth Dufour, et la petite tornade qui vous a sauvé, c'est ma petite fille, Léonie. » Antoine observa la vieille femme avec curiosité. Son maintien digne contrastait avec la simplicité de ses vêtements usés. Ses mains, déformées par l'arthrite, témoignaient d'une vie de labeur. Pourtant, il émanait d'elle une noblesse naturelle qui forçait le respect. « Votre petite fille est extraordinaire, » dit-il sincèrement. « Je n'ai jamais vu un tel courage, surtout chez une enfant de cet âge. »« Léonie a toujours été différente, » répondit Elisabeth avec un mélange de fierté et de mélancolie. « Elle a dû grandir trop vite. » Leurs regards se tournèrent vers la fillette qui revenait en courant, serrant dans sa main un vieux téléphone portable. En la voyant approcher, Antoine fut frappé par quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, une étrange familiarité dans la forme de son visage, dans la détermination de son menton, mais la douleur lancinante dans sa tête l'empêchait de réfléchir clairement. « J'ai aussi apporté de l'eau et un linge propre pour sa blessure, mamie, » annonça fièrement Léonie
en tendant une bouteille d'eau et un torchon immaculé. « Bien, pensez, ma chérie, approuva Elisabeth. Tandis que la grand-mère nettoyait délicatement la plaie d'Antoine, Léonie s'accroupit près de lui, l'observant avec une intensité déconcertante. « Pourquoi vous rouliez si vite ?» demanda-t-elle. Sans détour, avec cette franchise désarmante propre aux enfants. « Léonie, la réprimanda doucement Elisabeth, ce n'est pas poli de... »« Non, elle a raison, » l'interrompit Antoine avec un faible sourire. « C'était stupide et dangereux. J'étais pressé, toujours pressé. C'est ce qui arrive quand on pense que le temps est uniquement de l'argent. »« Le temps, c'est pas de l'argent, » objecta Léonie en fronçant les sourcils. « Le temps, c'est des bouchons qu'on collectionne, des confitures qu'on fait avec mamie, des histoires qu'on raconte le soir. » Antoine la dévisagea, surpris par cette philosophie sortie de la bouche d'une enfant. Il allait répondre quand le vrombissement d'un hélicoptère se fit entendre au-dessus d'eux. Un appareil noir aux lignes élégantes, frappé du logo Valentine Industries, se positionnait pour atterrir sur la départementale déserte. « Mon équipe », expliqua Antoine, avec une pointe d'embarras devant ce déploiement de moyens qui contrastait violemment avec la simplicité du lieu. En quelques minutes, l'endroit fut envahi par une équipe médicale privée et des agents de sécurité en costume sombre. Antoine fut rapidement pris en charge, installé sur une civière malgré ses protestations. Avant d'être emmené vers l'hélicoptère, il saisit la main d'Elisabeth. « Je reviendrai vous remercier convenablement, » promit-il. « Votre petite fille m'a offert une seconde chance. Je n'oublierai pas. » Son regard croisa celui de Léonie, qui se tenait un peu en retrait, impressionnée par tout ce remue-ménage. La fillette sortit alors quelque chose de la poche de sa salopette et s'approcha timidement. « Tenez, dit-elle en lui tendant un bouchon rouge vif, celui-là même qu'elle avait placé au centre de sa carte au trésor peu avant l'accident. C'est mon porte-bonheur préféré, il vous protégera. » Antoine accepta ce cadeau incongru avec une émotion qu'il ne s'expliquait pas. « Merci, Léonie, je le garderai toujours sur moi. » Tandis que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel, emportant l'homme d'affaires vers l'hôpital le plus proche, Léonie ramassa les bouchons éparpillés par le souffle de l'explosion. Parmi eux, elle en trouva un nouveau, argenté avec des reflets bleus provenant sans doute d'une bouteille d'eau minérale de luxe. Elle le nettoya soigneusement avec le pan de sa salopette. « Tu crois qu'il va revenir, mamie ?» demanda-t-elle, en contemplant l'horizon où l'hélicoptère n'était plus qu'un point noir. Elisabeth soupira, passant une main fatiguée dans les cheveux auburn de sa petite fille. « Les gens comme lui font beaucoup de promesses, ma Léonie, mais ils ont aussi beaucoup d'autres préoccupations. Ne compte pas trop là-dessus. » La fillette ne répondit pas, mais serra fort le bouchon argenté dans sa main. Pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, elle était certaine que cet homme reviendrait et que sa vie ne serait plus jamais la même. Antoine Valentin ouvrit les yeux dans la chambre luxueuse de la clinique privée des Alpes-Maritimes. La lumière du jour filtrait à travers les stores automatisés, projetant des ombres géométriques sur le lit médicalisé dernier cri. Une infirmière ajustait sa perfusion, tandis qu'un médecin en blouse impeccable consultait des résultats sur une tablette. « Ah, monsieur Valentin, vous êtes revenu parmi nous », constata le praticien avec un sourire professionnel. « Je suis... » Le docteur Mercier. « Comment vous sentez-vous » Antoine porta la main à son front où un pansement discret recouvrait sa blessure. « Comme si j'avais percuté un arbre à 130 km/h, répondit-il avec une grimace qui se voulait humoristique. « C'est précisément ce qui s'est passé, » confirma le médecin sans relever la plaisanterie. « Vous avez eu une chance extraordinaire. Sans l'intervention de cette personne qui vous a secouru, l'issue aurait pu être fatale. » Les souvenirs revinrent par fragments dans l'esprit d'Antoine. L'embardée soudaine pour éviter un animal, le choc violent, puis cette petite silhouette aux bottes jaunes qu'il avait tirée de l'inconscience. Instinctivement, sa main chercha dans la poche de son pyjama d'hôpital. Bien sûr, le bouchon rouge n'y était pas. « Mes affaires ?» demanda-t-il soudain anxieux. « Dans le placard, monsieur », indiqua l'infirmière. « Tout a été soigneusement rangé. » Antoine se redressa trop vivement et fut saisi d'un vertige. « Doucement », conseilla le docteur Mercier. « Vous avez subi une commotion cérébrale. Rien de grave, mais il faut ménager vos mouvements pendant quelques jours. »« J'ai des rendez-vous importants », protesta Antoine, déjà préoccupé par son agenda. « La fusion avec Durand Électronique ne peut pas attendre, et le conseil d'administration
Votre assistant, Monsieur Moreau, a déjà tout reprogrammé, l'interrompit calmement le médecin. Sur mes ordres express et ceux de votre sœur, qui est passée vous voir hier soir pendant que vous dormiez. Antoine soupira vaincu. Sophie, sa sœur cadette, était la seule personne capable de lui imposer un temps d'arrêt. Médecin humanitaire, elle, passait sa vie à sillonner les zones de conflit, mais ne manquait jamais de surgir comme par magie quand son frère avait besoin d'elle. « J'ai quelque chose à vous montrer », poursuivit le docteur Mercier, faisant défiler des informations sur sa tablette. Dans le cadre de nos procédures standards après un traumatisme, nous avons effectué une série d'analyses complètes, y compris un profilage génétique. « Un profilage génétique ?» répéta Antoine perplexe. « C'est habituel pour un simple accident de voiture. » « Pas exactement, admit le médecin soudain plus formel, mais votre sœur a insisté. Elle participe à une étude sur les prédispositions génétiques dans les familles et a suggéré d'inclure votre cas. Bien entendu, avec votre consentement tacite, que nous avons présumé étant donné vos directives médicales permanentes. » Antoine hocha la tête. Il avait effectivement signé une autorisation générale permettant à sa sœur, en tant que médecin, d'utiliser ses données médicales pour ses recherches. Une façon de soutenir sa carrière sans s'impliquer personnellement dans ses causes humanitaires qui lui semblaient parfois naïvement idéalistes. « Et donc ?» demanda-t-il, impatient d'en finir avec cette discussion médicale. Le docteur Mercier ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Nos résultats ont révélé quelque chose d'inattendu. Le séquençage de votre ADN a été automatiquement comparé à notre base de données nationale, comme le prévoit le protocole de recherche, et nous avons trouvé une correspondance significative. » « Une correspondance ?» Antoine fronça les sourcils. « Vous voulez dire avec ma sœur ? Évidemment, nous partageons... » « Non, monsieur Valentin. Une correspondance avec une personne extérieure à votre famille connue, une enfant plus précisément. » Un silence pesant s'installa dans la chambre. L'infirmière, sentant la tension monter, s'éclipsa discrètement. « Une enfant ?» répéta Antoine, la gorge soudain sèche. « Une fillette de 7 ans, résidant dans la région où votre accident s'est produit. » Le médecin marqua une pause avant d'ajouter « Le degré de correspondance génétique suggère une filiation directe. Père-fille, pour être précis. » Antoine sentit le sol se dérober sous lui, malgré le fait qu'il était allongé. Son cœur s'accéléra, déclenchant une alarme sur le moniteur cardiaque. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Je n'ai pas d'enfant. Je le saurais si... » Mais déjà, son esprit analytique assemblait les pièces du puzzle. Cette région de Provence... Il y avait séjourné brièvement il y a 8 ans, lors d'un congé sabbatique après avoir terminé son MBA à l'INSEAD. Il avait rencontré une jeune femme, une étudiante en arts plastiques qui vendait ses aquarelles sur les marchés locaux. Camille. Oui, c'était son nom. Une liaison passionnée mais éphémère, interrompue brutalement quand il avait été rappelé à Paris pour prendre la direction de l'entreprise familiale après la crise cardiaque de son père. Camille lui avait envoyé quelques messages qu'il avait ignorés, trop absorbé par ses nouvelles responsabilités. Puis, plus rien. Il n'avait jamais cherché à la recontacter, convaincu que leur histoire n'avait été qu'une parenthèse estivale, sans conséquence. « Monsieur Valentin ?» La voix du docteur Mercier le ramena au présent. « Êtes-vous bien ?»« Le nom, » articula Antoine. « Avec difficulté. Quel est le nom de cet enfant ?» Le médecin consulta sa tablette. « Léonie Dufour. » Le choc fut si violent qu'Antoine crut qu'il allait s'évanouir. Léonie. La petite fille aux bottes jaunes qu'il avait arrachée à sa voiture en flammes. Sa propre fille. Sa fille l'avait sauvée sans savoir qui il était. « Je dois la voir, » déclara-t-il en repoussant les draps. « Immédiatement. »« Monsieur Valentin, votre état ne permet pas. »« Je me fiche de mon état, » coupa Antoine avec une véhémence qui surprit le médecin. « Préparez ma sortie. Je signerai toutes les décharges nécessaires. » Le docteur Mercier tenta de protester, mais l'expression déterminée de son patient lui fit comprendre que toute discussion serait vaine. Il sortit en promettant de revenir avec les formulaires requis, laissant Antoine seul avec ses pensées tumultueuses. D'une. Main tremblante, il ouvrit le placard et retrouva sa veste déchirée et tachée de sang. Dans la poche intérieure, intacte, se trouvait le bouchon rouge que Léonie lui avait confié. Sa fille. Le mot résonnait dans sa tête comme un écho. Infini.
Une heure plus tard, contre l'avis de toute l'équipe médicale, Antoine Valentin quittait la clinique au volant d'une berline de location. Dans la boîte à gants, il avait placé le rapport médical confirmant sa paternité et une enveloppe contenant un chèque au montant astronomique, première manifestation maladroite de sa volonté de rattraper le temps perdu. Le trajet, lui, parut interminable. Chaque virage de la route sinueuse lui rappelait qu'il s'approchait d'une vérité qu'il n'était peut-être pas prêt à affronter. Comment aborder une enfant qu'il n'avait jamais connue? Comment expliquer son absence? Et cette vieille femme, Elisabeth, était-elle au courant de son identité lors de leur brève rencontre? Lorsqu'il aperçut enfin le petit, chalet au volet bleu lavande, Antoine dut s'arrêter sur le bas-côté pour reprendre son souffle. Une sueur froide perlait sur son front. Lui qui négociait sans ciller des contrats de plusieurs millions d'euros, lui qui affrontait les conseils d'administration les plus hostiles, avec un aplomb légendaire, se sentait démuni face à la perspective de rencontrer une petite fille de 7 ans. Il sortit de la voiture et remonta lentement l'allée de gravier. L'étal des confitures était fermé, les volets entr'ouverts laissaient filtrer une lumière douce. Antoine s'immobilisa devant la porte, la main levée, hésitant à frapper. Et si Léonie le rejetait? Et si Elisabeth refusait de le laisser entrer dans leur vie? Avant qu'il puisse se décider, la porte s'ouvrit, révélant la silhouette frêle d'Elisabeth. Son visage émacié portait les stigmates d'une nuit sans sommeil, mais son regard restait digne et perçant. « Je savais que vous reviendriez », dit-elle simplement, comme si elle l'attendait. « Entrez, monsieur Valentin. » Antoine pénétra dans la petite maison, immédiatement enveloppé par l'odeur de cannelle et de fruits confits. La simplicité des lieux contrastait violemment avec le luxe auquel il était habitué. Des meubles en bois usés par le temps, des rideaux raccommodés, des tapis élimés mais impeccablement propres. Pourtant, chaque objet semblait avoir une âme, une histoire, si différent de son appartement design où tout était neuf, choisi par un décorateur d'intérieur pour créer une impression plutôt que pour être vécu. « Où est-elle » demanda-t-il. La voix rauque d'émotion. « Dans le jardin derrière la maison » répondit Elisabeth. « Elle trie ses bouchons, c'est ce qu'elle fait quand elle est inquiète. »« Elle sait, pour moi ?» Elisabeth secoua la tête. « Non, je n'ai jamais parlé de vous, sa mère non plus. » Antoine accusa le coup. « Camille, où est-elle maintenant ?»« Partie depuis 4 ans, » répondit Elisabeth, une amertume voilée dans la voix. « Elle a laissé Léonie avec moi et n'a plus jamais donné de nouvelles. Ma fille a toujours eu le don de fuir ses responsabilités. »« Je suis désolé, » murmura Antoine, conscient de l'insuffisance de ses mots. « Si j'avais su pour... Léonie, Vous auriez fait quoi ?» l'interrompit doucement Elisabeth, sans agressivité mais avec une franchise désarmante. « Vous auriez envoyé un chèque, pris des nouvelles de temps en temps, ou peut-être l'auriez-vous ignoré, comme tant d'hommes le font, quand la paternité surgit au mauvais moment de leur carrière ?» Antoine ne sut que répondre. Il n'avait jamais envisagé la paternité, tout entier consacré à l'empire industriel dont il avait hérité. Les enfants appartenaient à un futur vague, un projet qu'il repoussait d'année en année. « Je ne sais pas, » admit-il finalement, « mais je suis là maintenant, et je veux la connaître. » Elisabeth l'observa longuement, comme si elle évaluait sa sincérité. Puis elle se leva péniblement, s'appuyant sur le dossier d'une chaise. C'est alors qu'Antoine remarqua sa maigreur extrême, le tremblement de ses mains, la pâleur presque translucide de sa peau. « Vous êtes malade, » constata-t-il, comprenant soudain la gravité de la situation. « Cancer du pancréas, stade terminal », confirma Elisabeth sans embâge. « Les médecins me donnent quelques semaines, peut-être 1 mois ou 2 si je suis chanceuse. » Antoine encaissa la nouvelle, comprenant les implications. « Et Léonie, que deviendra-t-elle après ?»« C'est bien la question, n'est-ce pas ?» répondit Elisabeth avec un sourire triste. « Les services sociaux la placeront dans une famille d'accueil, à moins que... » Et elle laissa la phrase en suspens, son regard bleu acier, si semblable à celui d'Antoine, réalisa-t-il avec un choc, plongé dans le sien. « À moins que son père biologique ne réclame ses droits, » compléta Antoine, sentant le poids de cette possibilité peser sur ses épaules. Elisabeth hocha imperceptiblement la tête. « Je ne vous demande rien, monsieur Valentin. Léonie est une enfant extraordinaire qui mérite mieux que la pitié ou un sentiment d'obligation. Si vous entrez dans sa vie, ce doit être par choix véritable, pas par culpabilité. » Antoine allait
répondre quand un bruit de pas léger se fit entendre sur la terrasse. La porte du jardin s'ouvrit, laissant entrer un rayon de soleil et une petite silhouette aux cheveux auburn ébouriffés. Léonie se figea en apercevant le visiteur. Ses yeux s'écarquillèrent, puis un sourire radieux illumina son visage parsemé de taches de rousseur. « Vous êtes revenu !» s'exclama-t-elle en s'approchant d'Antoine. « Je savais que vous reviendriez. Vous avez gardé mon bouchon porte-bonheur ?» Antoine sentit sa gorge se nouer. Comment une enfant qu'il n'avait rencontrée qu'une fois pouvait-elle lui témoigner une telle confiance, une telle joie sincère de le revoir? « Oui, » répondit-il en sortant le petit objet de sa poche. « Il ne m'a pas quitté. » Léonie hocha la tête avec satisfaction, comme si cette réponse confirmait quelque chose d'important à ses yeux. « C'est bien. Les objets magiques, il faut toujours les garder près de soi. » Elle s'avança et, sans hésitation, prit la main d'Antoine dans la sienne. « Venez, je veux vous montrer ma collection. Vous êtes le premier à qui je la montre, à part mamie. » Antoine se laissa guider, jetant un regard par-dessus son épaule vers Élisabeth qui les observait avec une expression indéchiffrable. Il comprit alors que sa vie venait de basculer irrémédiablement, que rien ne serait plus jamais comme avant. Et pour la première fois depuis des années, cette perspective de changement radical ne l'effrayait pas. Un mois s'était écoulé depuis les funérailles d'Élisabeth, un mois durant lequel le petit chalet au volet bleu lavande était resté silencieux, les pots de confiture rangés, l'étal replié. Un mois pendant lequel Léonie avait dû dire adieu à tout ce qui constituait son univers. La fillette se tenait maintenant devant l'imposant immeuble haussmannien de l'avenue Montaigne, son regard émerveillé parcourant la façade jusqu'aux gargouilles qui ornaient le toit. Dans sa main droite, elle serrait fermement sa boîte à biscuits remplie de bouchons, tandis que sa main gauche était englobée par celle, large et rassurante, d'Antoine. « C'est ici que tu habites ?» demanda-t-elle d'une voix où perçait un mélange d'incrédulité et d'appréhension. « C'est ici que nous habitons désormais, » corrigea doucement Antoine. « Le dernier étage. On appelle ça un penthouse. »« Comme dans les films » s'étonna Léonie. « Un peu comme dans les films » acquiesça-t-il avec un sourire. Le hall d'entrée, tout marbre et dorure, était gardé par un concierge en uniforme qui s'inclina respectueusement à leur passage. « Monsieur Valentin, mademoiselle » salua-t-il avec une déférence qui mit Léonie mal à l'aise. « Bonjour, Marcel » répondit Antoine. « Je vous présente ma fille, Léonie. Elle vivra ici désormais. »« Enchanté, mademoiselle » sourit le concierge. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me solliciter. » Léonie hocha timidement la tête, serrant plus fort sa boîte à biscuits contre sa poitrine, comme un bouclier. L'ascenseur privé les conduisit directement au dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, Léonie retint son souffle. Face à elle s'étendait un espace immense, aux murs d'un blanc immaculé, meublé avec une élégance minimaliste qui contrastait violemment avec le chaleureux désordre du chalet de sa grand-mère. D'immenses baies vitrées offraient une vue panoramique sur Paris, la tour Eiffel se découpant majestueusement contre le ciel d'automne. « Viens, je vais te faire visiter » proposa Antoine, légèrement anxieux devant le mutisme de la petite fille. Il lui montra la cuisine ultramoderne au comptoir de marbre noir, le salon au canapé de cuir blanc, la salle à manger capable d'accueillir 20 convives, son bureau au mur de verre donnant sur la Seine et enfin la chambre qu'il avait fait préparer pour elle. C'était une pièce spacieuse, aux murs fraîchement peints d'un bleu lavande, couleur choisie en hommage au volet du chalet provençal. Un lit à baldaquin trônait au centre, entouré d'étagères remplies de livres et de jouets encore dans leurs emballages. Un bureau d'écolière en bois clair faisait face à une fenêtre encadrée de rideaux en soie. Dans un coin, un fauteuil de lecture semblait attendre qu'on vienne s'y blottir. « J'espère que ça te plaît », dit Antoine, soudain conscient du caractère impersonnel de cette chambre parfaite, sortie tout droit d'un catalogue de décoration. « Bien sûr, tu pourras la personnaliser comme tu le souhaites. » Léonie fit quelques pas hésitants dans la pièce, posa sa boîte à biscuits sur le lit, puis se dirigea vers la fenêtre. De là, elle pouvait voir un parc en contrebas, îlot, de verdure dans l'océan urbain. « C'est très joli, dit-elle finalement, mais ça ne sent pas la cannelle. » Antoine fut pris au dépourvu par cette remarque. La cannelle. Chez mamie, ça sentait toujours la cannelle, expliqua Léonie, une ombre passant sur son visage,
et les abricots en été, et la lavande qu'on faisait sécher dans des sachets. On pourrait acheter des bougies parfumées, suggéra maladroitement Antoine, réalisant à quel point ce penthouse luxueux devait paraître froid et stérile aux yeux d'une enfant habituée à la chaleur d'un foyer modeste mais vivant. Léonie haussa les épaules, puis ouvrit sa boîte, à biscuits. Avec des gestes méticuleux, elle commença à disposer ses bouchons sur le sol, créant une spirale colorée qui partait du centre de la chambre. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Antoine, intrigué. « Une carte pour me guider dans ma nouvelle vie » répondit-elle avec un sérieux déconcertant. « Pour ne pas me perdre. » Antoine l'observa en silence, touché par la façon dont cette petite fille tentait de donner un sens à ce bouleversement. Il réalisa qu'il savait si peu de choses sur elle, ses goûts, ses habitudes, ses peurs. Ces dernières semaines avaient été consacrées aux aspects pratiques, les formalités administratives pour obtenir sa garde légale, l'organisation des funérailles d'Élisabeth, la fermeture du chalet, l'inscription dans une école privée parisienne. Mais avait-il pris le temps de vraiment connaître sa fille ? « Je te laisse t'installer, » dit-il doucement. « Si tu as besoin de quoi que... » « Ce soir, je serai dans mon bureau. » Léonie acquiesça sans lever les yeux, absorbée par la création de son mystérieux motif de bouchon. Dans les jours qui suivirent, Antoine tenta maladroitement de créer une routine qui pourrait rassurer Léonie. Les petits déjeuners étaient servis par Madame Fournier, la gouvernante qu'il avait engagée spécialement pour s'occuper de la maison et veiller sur Léonie en son absence. Puis c'était le départ pour l'école Saint-Dominique, un établissement élitiste du 16e arrondissement où la fillette faisait ses premiers pas dans un univers scolaire bien différent de la petite école de village qu'elle avait fréquentée en Provence. Le soir, Antoine s'efforçait de rentrer plus tôt pour dîner avec elle et l'aider avec ses devoirs. Ces moments étaient souvent empreints d'une gêne mutuelle, comme si ni l'un ni l'autre ne savait exactement comment se comporter dans cette nouvelle configuration familiale improvisée. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait invariablement Antoine, reprenant la question qu'il avait entendue dans un film sur un père et sa fille. « Bien, » répondait généralement Léonie, peu expansive. « Tu t'es fait des amis ? Pas vraiment. Tes professeurs sont gentils ? Ça va. » Ces échanges laconiques laissaient Antoine désemparé. Lui qui dirigeait des centaines d'employés, qui négociait des contrats internationaux avec une aisance reconnue, se retrouvait incapable de communiquer avec une enfant de 7 ans. Sa propre fille. Un soir, alors qu'il rentrait plus tard que prévu après une réunion qui s'était éternisée, il trouva le penthouse plongé dans l'obscurité. Madame Fournier avait laissé un mot expliquant que Léonie avait refusé de dîner et s'était enfermée dans sa chambre. Inquiet, Antoine frappa doucement à sa porte. « Léonie, c'est moi. Est-ce que je peux entrer ?» N'obtenant pas de réponse, il entr'ouvrit la porte. La chambre était éclairée uniquement par la lueur de Paris qui filtrait à travers les rideaux entr'ouverts. Léonie était assise par terre, au milieu d'une constellation de bouchons disposés en motifs complexes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en s'approchant. Les yeux de Léonie, brillants de larmes retenues, se levèrent envers lui. « Je n'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars. » Antoine s'assit à côté d'elle, prenant garde de ne pas déranger son arrangement de bouchons. « Tu veux me raconter ?» La fillette secoua la tête, puis, après un moment d'hésitation, désigna un bouchon bleu usé au centre de son motif. C'était le préféré de mamie. Elle disait qu'il venait d'une bouteille de vin que papy lui avait offerte pour leur fiançailles. Antoine sentit son cœur se serrer. C'était la première fois que Léonie évoquait spontanément un souvenir de sa grand-mère. « Ta mamie me fait penser à ma propre grand-mère, » confia-t-il. « Elle était courageuse et digne comme Élisabeth. Elle m'a pratiquement élevé pendant que mes parents travaillaient. Elle est... partie aussi ?» demanda Léonie, utilisant l'euphémisme qu'Antoine avait adopté pour parler de la disparition d'Élisabeth. « Oui, il y a longtemps. »« Et ça fait toujours mal quand tu penses à elle ?» La question, si directe, prit Antoine au dépourvu. « Moins qu'avant, » répondit-il honnêtement. « La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle devient différente, comme une cicatrice. On apprend à vivre avec. » Léonie considéra cette réponse avec gravité, puis ramassa le bouchon bleu et le tendit à Antoine. « Tu peux le garder. Comme ça, tu auras 2 bouchons magiques. » Ce geste simple, cette offrande d'un de ses trésors les plus précieux, toucha Antoine plus qu'il n'aurait su l'exprimer. « Merci, » murmura-t-il, la gorge nouée. « Je le garderai toujours avec moi, comme l'autre. »
Un silence confortable s'installa entre eux, jusqu'à ce que Léonie demande d'une voix hésitante « Est-ce que tu pourrais me raconter une histoire ?» Mamie me racontait toujours une histoire avant de dormir. « Bien sûr », acquiesça Antoine, réalisant qu'il ne connaissait aucune histoire pour enfants. Ses propres souvenirs d'enfance étaient flous, dominés par l'absence de ses parents et la pression des études prestigieuses. Il improvisa alors, racontant l'histoire d'une petite fille qui collectionnait des objets magiques et qui un jour sauva un voyageur perdu en lui offrant l'un de ses trésors. Léonie l'écoutait, les yeux mi-clos, bercée par le son de cette voix grave qu'elle commençait à associer à la sécurité. Quand elle s'endormit enfin, Antoine la porta délicatement jusqu'à son lit et la borda. En sortant de la chambre, il réalisa que pour la première fois depuis des années, il avait annulé mentalement sa conférence téléphonique prévue avec Tokyo sans ressentir la moindre culpabilité. Les semaines passèrent, et lentement, presque imperceptiblement, la relation entre Antoine et Léonie commença à changer. La fillette restait réservée, mais des éclats de sa personnalité véritable transparaissaient parfois. Son sens de l'humour inattendu, sa curiosité insatiable, sa façon de voir de la magie dans les objets les plus ordinaires. Un samedi matin, Antoine fut réveillé par des bruits inhabituels provenant du salon. Il trouva Léonie en train de transformer littéralement l'espace immaculé. Elle avait accroché des dessins colorés au mur blanc, disposé ses bouchons en guirlande le long des étagères et était en train de construire une sorte de cabane avec les coussins du canapé. Son premier réflexe fut d'intervenir. Ses dessins laissèrent des traces sur les murs désignés par un décorateur renommé, les bouchons déparaître le mobilier choisi avec soin. Mais le sourire de Léonie, quand elle l'aperçut, le désarma complètement. « Regarde !» s'exclama-t-elle avec une excitation qu'il ne lui avait jamais vue. « J'ai fait comme chez mamie, maintenant c'est une vraie maison. » Antoine contempla ce joyeux désordre, cette explosion de couleurs qui réchauffait soudain son appartement trop parfait. Et pour la première fois, il vit son pantouse à travers les yeux de Léonie. Un espace froid, impersonnel, sans âme, l'exact opposé du chalet provençal rempli de souvenirs et d'objets chargés d'histoire. « C'est magnifique, » dit-il, sincèrement. Puis, saisissant un marqueur qui traînait, il ajouta « Tu permets que j'ajoute quelque chose ?» Les yeux de Léonie s'écarquillèrent de surprise quand il s'approcha du mur et commença à dessiner maladroitement un soleil souriant à côté de son arc-en-ciel. « Les adultes aussi ont le droit de dessiner sur les murs ?» demanda-t-elle, incrédule. « Quand c'est leur maison, oui, » répondit Antoine en riant, « et c'est notre maison maintenant, à tous les deux. » Ce jour marqua un tournant. Peu à peu, le pantouse se transforma. Les dessins de Léonie encadrés remplacèrent les œuvres d'art contemporains. Des photos d'elle et d'Elisabeth prirent place sur les étagères, côtoyant les prix et distinctions professionnelles d'Antoine. Une étagère entière fut consacrée à l'exposition de sa collection de bouchons, soigneusement organisée par couleurs et motifs. Et Antoine, contre toute attente, s'adapta à ces changements. Lui qui avait toujours considéré son appartement comme un simple lieu de passage entre deux voyages d'affaires, commençait à y voir un foyer. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il prenait plaisir à rentrer chez lui le soir, impatient de découvrir les nouvelles créations de Léonie ou simplement d'écouter le récit de sa journée d'école. À la surprise de ses collaborateurs, il se mit à refuser les dîners d'affaires qui s'éternisaient, à déléguer les voyages non essentiels, à être moins disponible les week-ends. Laurent Moreau, son assistant personnel depuis 10 ans, le regardait parfois avec une curiosité teintée d'inquiétude, comme s'il soupçonnait une maladie grave derrière ce changement de comportement. « Tout va bien, monsieur Valentin ?» osa-t-il. Demandé un jour, après qu'Antoine eut décliné une invitation à un gala de charité particulièrement prestigieux. « Parfaitement bien, Laurent, » répondit Antoine avec un sourire inhabituel. « J'ai simplement promis à ma fille de l'emmener au cinéma ce soir. Le nouveau film d'animation sur les animaux qui parlent. Vous voyez ?»« Je vois, » murmura Laurent, qui ne voyait pas du tout, mais notait mentalement que son patron avait utilisé les mots « ma fille » avec une fierté évidente. Ce soir-là, assis dans une salle de cinéma remplie d'enfants surexcités, un seau de pop-corn sur les genoux et Léonie blottie contre lui, Antoine Valentin, l'un des hommes d'affaires les plus influents de France, réalisa qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Menteuse.
C'est impossible qu'une gamine comme toi ait sauvé quelqu'un d'un incendie. » La voix stridente de Chloé Beaumont résonna dans la cour de récréation de l'école Saint-Dominique. Autour d'elle, un cercle d'élèves s'était formé, attirés par la confrontation comme des papillons par une flamme. Léonie, le menton relevé malgré la rougeur qui envahissait ses joues, fixait sa camarade sans ciller. « Je ne mens pas, c'est vraiment arrivé. Alors pourquoi personne n'en a parlé à la télé? Mon père dit que si quelque chose d'important se passe, ça passe forcément à la télé, » persifla Chloé, rajustant avec ostentation le cardigan de cachemire qui complétait, son uniforme impeccable. Peut-être que sauver des gens, c'est juste normal. Pas besoin d'en faire toute une histoire, répondit Léonie, serrant dans sa poche le bouchon rouge qu'Antoine lui avait rendu la veille, insistant pour qu'elle le garde avec elle comme un talisman contre les journées difficiles. Normal? Tu te prends pour une super-héroïne ou quoi? Ricana Chloé. D'abord tu prétends avoir sauvé un homme d'un accident, et maintenant il se trouve que c'est ton père. La prochaine fois, tu vas nous dire que ta mère est une princesse qui a dû partir en mission secrète. Les rires fusèrent autour d'elle. Léonie sentit sa gorge se nouer. Il y avait une part de vérité dans cette moquerie qui la blessait profondément. L'histoire de sa rencontre avec Antoine semblait effectivement tout droit sortie d'un conte de fées improbable. Et quant à sa mère, « Ma mère s'appelle Camille », dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour les autres. Un jour elle reviendra. Pathétique, trancha Chloé avec la cruauté inconsciente des enfants privilégiés. Tout le monde sait que ta mère t'a abandonné. C'est Maxime qui l'a entendu de sa mère qui travaille avec ton père. Elle est partie sans même laisser d'adresse. Cette révélation, assénée avec une satisfaction malveillante, frappa Léonie comme un coup physique. Elle avait toujours cru au récit d'Élisabeth. Sa mère était partie trouver son chemin, mais reviendrait. Un jour. Apprendre ainsi dans la cour d'une école hostile que ce n'était peut-être qu'un mensonge bienveillant lui donna envie de hurler. Au lieu de cela, elle fit ce qu'Élisabeth lui avait appris face à l'adversité. Elle se redressa, respira profondément et répondit d'une voix calme qui masquait sa blessure. « Tu ne sais rien de ma famille, Chloé, rien du tout. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna, sourde aux railleries qui la poursuivaient. Elle se réfugia sous le grand marronnier qui occupait un coin de la cour, sortit son carnet à dessin et commença à tracer frénétiquement des spirales, très colorées, semblables aux motifs qu'elle créait avec ses bouchons. C'était sa façon à elle de remettre de l'ordre dans un monde qui semblait perpétuellement sur le point de s'effondrer. Ce soir-là, quand Antoine rentra du bureau, il trouva Léonie inhabituellement silencieuse, picorant sans enthousiasme le repas préparé par Madame Fournier. « Mauvaise journée » demanda-t-il, desserrant sa cravate et s'asseyant face à elle. Léonie haussa les épaules, un geste qu'Antoine avait appris à interpréter comme un « oui » qui ne voulait pas s'avouer. « Tu veux en parler » Nouveau haussement d'épaules. Antoine soupira intérieurement. Après 3 mois de cohabitation, il avait l'impression de commencer à comprendre les subtilités du langage non-verbal de sa fille, mais certaines barrières restaient difficiles à franchir. « J'ai eu une journée assez désagréable, moi, » aussi offrit-il, espérant créer une ouverture. « Le conseil d'administration n'a pas approuvé mon projet d'usine éco-responsable en Bretagne. Trop coûteux, selon eux. » Léonie leva les yeux, vaguement intéressée. « C'est quoi éco-responsable » ? « C'est quand on fabrique des choses sans abîmer la planète, » expliqua Antoine, heureux d'avoir capté son attention. « Mon idée était de créer une usine qui n'utiliserait que de l'énergie solaire et éolienne, qui recyclerait toute son eau et qui n'émettrait aucune pollution. Et pourquoi ils ne veulent pas? Parce que ça coûte plus cher au début. Ils ne voient que les chiffres immédiats, pas les bénéfices à long terme. » Léonie considéra cette information, son front plissé par la concentration. « C'est bête. Mamie disait toujours qu'il faut penser à ceux qui viendront après nous. » « Ta grand-mère était une femme sage, » sourit Antoine, touché par cette référence à Élisabeth, devenue plus fréquente ces derniers temps. Un silence confortable. S'installa puis Léonie demanda soudain « Est-ce que ma mère m'a abandonné ?» La question surgit de nulle part, prit Antoine totalement au dépourvu. Il reposa lentement sa fourchette, cherchant ses mots. « Qui t'a dit ça ?» Chloé Beaumont. Elle a dit que tout le monde le savait. Antoine sentit une vague de colère monter en lui.
L'idée que sa fille subisse les commérages cruels des enfants privilégiés qu'il côtoyait dans ses cercles professionnels le révoltait. Chloé Beaumont. La fille de Bernard Beaumont, le banquier? Léonie acquiesça. Elle dit que sa mère connaît tout le monde et sait tout sur tout le monde. Je vois, murmura Antoine, notant mentalement de réévaluer ses relations avec la famille Beaumont. Écoute, Léonie, la situation avec ta mère. Qu'est compliquée. Alors c'est vrai, insista-t-elle, ses yeux bleus scrutant intensément le visage de son père, comme pour y déchiffrer la vérité que les adultes lui cachaient. Antoine prit une profonde inspiration. Il avait promis à Léonie de ne jamais lui mentir, conviction renforcée par ses lectures récentes sur la psychologie infantile. Lecture qui occupait désormais ses soirées autrefois consacrées aux rapports financiers. « Ta mère a fait un choix difficile », commença-t-il prudemment. « Elle était très jeune quand elle est tombée enceinte. Je ne savais même pas que tu existais. Et elle a décidé de te confier à ta grand-mère pendant qu'elle trouvait sa voie. » Alors elle ne voulait pas de moi? La voix de Léonie se brisa sur cette question, révélant la profonde insécurité qui la rongeait depuis toujours. « Ce n'est pas si simple, » répondit Antoine, maudissant intérieurement son incapacité à trouver les mots justes. « Certaines personnes ne sont pas prêtes à être parents. Ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leurs enfants. Ça veut dire qu'elles ne savent pas comment les aimer correctement. » Léonie digéra cette explication, puis demanda dans un murmure « Et toi, tu étais prêt ?» La question le frappa en plein cœur. « Non », admit-il avec une honnêteté brutale. « Je n'étais pas prêt du tout. J'étais occupé à construire mon entreprise, à prouver ma valeur à mon père décédé, à accumuler des richesses dont je ne savais même pas quoi faire. Je n'avais jamais envisagé d'avoir un enfant. » Le visage de Léonie se décomposa, et Antoine réalisa avec horreur comment ses paroles avaient dû sonner. Il se précipita pour ajouter « Mais depuis que je t'ai rencontré, depuis que j'ai découvert que tu étais ma fille, tout a changé. Je n'étais peut-être pas prêt avant, mais je le suis maintenant. Et chaque jour, j'apprends à être un meilleur père pour toi. » Il contourna la table et s'agenouilla près de la chaise de Léonie, prenant ses petites mains dans les siennes. « Tu es ce qui m'est arrivé de plus extraordinaire, Léonie. Tu m'as sauvé, et pas seulement de cet accident. Tu m'as sauvé d'une vie vide, remplie de choses sans importance. » Les yeux de Léonie s'embuèrent de larmes. « Vraiment, vraiment, » affirma Antoine. « Et un jour, si ta mère revient, ce sera parce qu'elle aura compris ce que j'ai compris. Que tu es le véritable trésor, bien plus précieux que tout l'argent du monde. » Léonie se jeta dans ses bras, enfouissant son visage contre son épaule. Antoine la serra contre lui, réalisant que c'était leur première véritable étreinte depuis qu'elle avait emménagé. Le mur invisible qui les séparait venait de s'effondrer. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Le lendemain, quand Léonie rentra de l'école, elle trouva Antoine dans le salon, entouré de dossiers et de son équipe de direction. « Ah, te voilà !» s'exclama-t-il en l'apercevant. « Viens, j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. » Sous les regards abasourdis de ses collaborateurs, Antoine Valentin, PDG impitoyable et perfectionniste notoire, invita sa fille de 7 ans à examiner les plans de sa nouvelle usine écologique. « Tu vois, j'ai décidé de financer le projet. Moi-même, sans l'approbation du conseil, » expliqua-t-il pendant que Léonie étudiait sérieusement les dessins techniques. « Qu'en penses-tu » La fillette pointa du doigt un espace vide sur le plan. « Il faudrait mettre un jardin ici, avec des fleurs pour les abeilles et des légumes que les ouvriers pourraient cultiver ensemble. » Antoine considéra la suggestion avec tout le sérieux du monde. « Excellente idée. Monsieur le roi, vous avez noté ?» L'architecte, décontenancé, s'empressa d'acquiescer. « Bien sûr, monsieur Valentin, un jardin potager communautaire. C'est un novateur. »« Parfait, » trancha Antoine. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, ma fille et moi avons un devoir de mathématiques à terminer. » Après le départ de l'équipe, Léonie regarda son père avec une expression perplexe. « Ça, tu crois vraiment que mon idée était bonne ?»« Absolument, » confirma Antoine. « Parfois, il faut des yeux neufs pour voir ce qui manque. Et toi, tu as un don pour ça. » Le sourire de Léonie illumina la pièce, effaçant momentanément les tourments de la journée. Les semaines suivantes virent naître une nouvelle dynamique entre eux. Antoine se mit à solliciter régulièrement l'avis de Léonie sur ses projets, l'emmena visiter certains de ses sites de production.
lui expliqua patiemment les bases du monde des affaires. De son côté, Léonie s'ouvrit davantage, partageant ses pensées, ses rêves et même ses craintes. Un soir, alors qu'Antoine passait devant sa chambre, il l'entendit sangloter doucement. Il trouva Léonie recroquevillée sur son lit, serrant contre elle une vieille photo d'Élisabeth. « J'ai fait un cauchemar », murmura-t-elle entre deux hoquets. « Mamie était là, mais elle s'éloignait, et j'avais beau courir, je n'arrivais pas à la rattraper. » Antoine s'assit sur le bord du lit, caressant doucement les cheveux auburn de sa fille. « Ce genre de rêve est normal quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, » dit-il avec douceur. « J'en faisais aussi après la disparition de ma grand-mère. Ça fait si mal !» sanglota Léonie. « Comme si quelqu'un avait fait un trou dans ma poitrine. »« Je sais, » murmura Antoine, sentant sa propre gorge se serrer. « Mais tu sais ce qui m'aide quand je pense à ma grand-mère. Je me rappelle qu'une partie d'elle vit toujours en moi, dans ma façon de rire, dans certains gestes que je fais sans y penser. Et c'est pareil pour toi et Élisabeth. » Léonie le regarda à travers ses larmes. « Comment ? Ton courage, par exemple ? Cette façon que tu as de foncer sans hésiter quand quelqu'un a besoin d'aide, ta passion pour tes bouchons magiques, ta façon de voir la beauté là où d'autres ne voient rien. Tout ça, c'est Élisabeth qui te l'a transmis. » La fillette médita ces paroles, puis demanda d'une voix hésitante, « Et est-ce que j'ai des choses de toi aussi ?» Cette question inattendue toucha Antoine en plein cœur. « Je l'espère, » dit-il avec émotion. « Peut-être ton entêtement, ou ta façon de froncer les sourcils quand tu réfléchis intensément. » Un petit sourire perça à travers les larmes de Léonie. « Madame Martin dit que je suis trop perfectionniste, que je veux toujours que tout soit exactement comme je l'imagine. » Antoine éclata de rire. « Ça, c'est définitivement de moi. Laurent, mon assistant, dirait que c'est la marque de fabrique des Valentins. »« Alors je suis vraiment une Valentin ?» demanda Léonie, une vulnérabilité nouvelle dans sa voix. « Tu es une Valentin », confirma Antoine avec fierté. « Et si tu veux, on pourrait le rendre officiel. Changer ton nom de Dufour à Valentin. » Les yeux de Léonie s'écarquillèrent. « Je pourrais m'appeler Léonie Valentin ?»« Si c'est ce que tu souhaites, oui. » La fillette réfléchit intensément, puis secoua la tête. « Je crois que je préfère garder Dufour pour l'instant. Pour mamie, mais peut-être un jour. »« Aucun problème, » assura Antoine, admirant la maturité de sa réflexion. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Le lendemain matin, Antoine trouva sur son bureau un dessin représentant deux silhouettes tenant par la main, une grande et une petite marchant vers un soleil radieux. En dessous, Léonie avait écrit de son écriture appliquée. « Pour mon papa, même sans le même nom, on est une famille. » Il fit encadrer ce dessin et l'accrocha dans son bureau, juste à côté des diplômes prestigieux et des prix d'excellence qui jalonnaient sa carrière. Pour la première fois de sa vie, ces distinctions professionnelles lui semblèrent bien pâles, comparées à ce simple dessin d'enfant. À l'école, la situation de Léonie s'améliora progressivement. Si Chloé Beaumont et sa clique continuaient, leur raillerie, d'autres enfants commencèrent à graviter autour de Léonie, attirés par son imagination débordante et ses histoires de bouchons magiques. Un jour, elle revint de l'école particulièrement excitée. « On a un projet d'art à faire », annonça-t-elle en bondissant dans le salon. « Je vais créer une grande carte au trésor avec tous mes bouchons. Madame Lefebvre dit que c'est une idée très originale. »« C'est formidable », l'encouragea Antoine. « Tu as besoin de matériel spécial ?» Léonie lui tendit une liste soigneusement rédigée. Carton, peinture, colle, fil métallique. Antoine promit de tout acheter dès le lendemain. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, il repensa à sa propre enfance privilégiée mais solitaire. Fils unique de parents absorbés par leur empire industriel, il avait grandi entouré de précepteurs et de domestiques, dans des demeures somptueuses mais froides. Ses moindres désirs matériels étaient exaucés, mais ses besoins émotionnels largement ignorés. À l'âge adulte, il avait reproduit inconsciemment ce schéma, privilégiant toujours le travail aux relations humaines. Et voilà qu'une petite fille aux yeux bleus et aux poches remplies de bouchons colorés avait fait voler en éclats cette carapace qu'il s'était forgée. Grâce à Léonie, il réapprenait à s'émerveiller, à rire, à voir au-delà des chiffres et des stratégies commerciales. Une idée commença à germer dans son esprit, une idée folle qui, quelques mois plus tôt, lui aurait semblé parfaitement incongrue.
Et pourtant, à mesure que la nuit avançait, ce projet prenait forme, s'enrichissait de détails, devenait une évidence. Le lendemain matin, il passa plusieurs coups de téléphone qui surprirent grandement ses interlocuteurs habituels. Puis il se rendit au bureau de son avocat pour mettre en place les fondations légales de ce qui serait peut-être sa plus grande œuvre, non pas en tant que PDG, mais en tant que père. Le grand amphithéâtre de la Fondation Valentin était comble ce matin-là. Journalistes, personnalités du monde des affaires, représentants d'associations caritatives, tous s'étaient déplacés pour assister à l'annonce d'une nouvelle initiative du groupe industriel dont les rumeurs laissaient entendre qu'elle serait révolutionnaire. Antoine, Valentin impeccable dans son costume sur mesure, attendait en coulisses. Pour la première fois de sa carrière, il ressentait un trac comparable à celui de ses débuts. Non pas parce qu'il doutait de son projet, il n'en avait jamais été aussi convaincu, mais parce que pour la première fois, il ne serait pas seul sur scène. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement à Léonie qui, vêtue d'une robe bleu lavande spécialement créée pour l'occasion, répétait à voix basse ce qu'elle devait dire. La fillette hocha la tête, son sérieux contrebalancé par l'excitation qui faisait briller ses yeux. « J'ai un peu peur, admit-elle. Et s'ils n'aiment pas notre idée ?» Antoine s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Alors ce sera leur perte, pas la nôtre. Rappelle-toi ce que ta grand-mère disait toujours. Fais ce que ton cœur te dicte, le reste suivra, » compléta Léonie avec un petit sourire. « Exactement. » Antoine ajusta le col de sa robe. « Et sache que quoi qu'il arrive là-bas, je suis déjà immensément fier de toi. » Un assistant s'approcha pour les prévenir qu'il était temps. Antoine prit la main de sa fille, et ensemble, ils montèrent sur scène, accueillis par les applaudissements polis d'une assistance intriguée par la présence de cet enfant. Antoine s'avança vers le micro, balaya la salle du regard, puis commença d'une voix assurée. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Comme vous le savez, le groupe Valentin a toujours été à la pointe de l'innovation industrielle, mais l'initiative que je m'apprête à vous présenter n'a rien à voir avec la technologie, les fusions-acquisitions ou les parts de marché. » Il marqua une pause puis continua. « Il y a 6 mois, ma vie a été bouleversée par 2 événements. Un accident de voiture qui aurait dû m'être fatal et la découverte que j'avais une fille de 7 ans dont j'ignorais l'existence. » Un murmure parcourut l'assemblée. Si la presse People s'était fait l'écho de l'arrivée soudaine d'une enfant dans la vie du célèbre industriel, c'était la première fois qu'Antoine en parlait publiquement. Cette petite fille, Léonie, n'est pas seulement celle qui m'a sauvé la vie en me tirant d'une voiture en flammes. Elle m'a aussi enseigné une leçon que j'avais oubliée. La véritable richesse ne se mesure pas en euros ou en actions, mais en moments partagés, en rêves poursuivis ensemble, en vie transformée. Antoine fit signe à Léonie de le rejoindre. La fillette s'avança timidement, impressionnée par tous ces regards fixés sur elle. « Je vous présente Léonie Dufour, ma fille, et ensemble, nous avons l'honneur de vous annoncer la création. Des Bouchons de l'Espoir, une fondation dédiée à l'art-thérapie pour les enfants en situation difficile. » Léonie prit alors la parole, sa voix claire résonnant dans l'amphithéâtre soudain silencieux. « Quand j'étais petite, enfin, plus petite qu'aujourd'hui, commença-t-elle, déclenchant quelques rires bienveillants. Je collectionnais des bouchons de bouteilles. Je les nettoyais et je créais des motifs, des cartes magiques qui m'aidaient à ne pas avoir peur, même quand les choses étaient difficiles. » Elle sortit de sa poche un bouchon rouge vif qu'elle montra à l'assemblée. « Celui-ci est mon préféré. Je l'ai donné à mon père quand je l'ai sauvé pour qu'il lui porte chance. Parce que tous les enfants devraient avoir quelque chose de magique à quoi s'accrocher, surtout quand la vie devient dure. » Antoine reprit le micro, ému par l'aplomb de sa fille. « La Fondation Les Bouchons de l'Espoir financera des programmes d'art-thérapie dans les hôpitaux pédiatriques, les foyers d'accueil et les zones défavorisées. Nous fournirons du matériel artistique, organiserons des ateliers créatifs et soutiendrons la recherche sur les bienfaits thérapeutiques de l'expression artistique chez les enfants traumatisés. » Il dévoila alors le logo de la Fondation, un bouchon rouge stylisé formant un cœur. Le groupe Valentin s'engage à verser 50 millions d'euros sur 5 ans pour lancer cette initiative. Et personnellement, je m'engage à consacrer au moins un jour par semaine à participer activement au programme de la Fondation. Cette dernière annonce provoqua une onde de choc dans l'assistance. Antoine Valentin, workaholic notoire,
réduisant son temps de travail pour une œuvre caritative, c'était du jamais vu. Maintenant, conclut-il, je laisse à nouveau la parole à la véritable inspiratrice de ce projet, ma fille Léonie. La fillette s'approcha du micro, son sérieux contrastant avec son jeune âge. Mamie disait toujours que la magie n'est pas dans les objets, mais dans l'espoir qu'on y met. J'espère que notre fondation aidera beaucoup d'enfants à trouver leur propre magie, même dans les moments les plus sombres. Merci. L'amphithéâtre explosa en applaudissements. Des journalistes se levèrent pour poser des questions, des photographes immortalisèrent ce moment où Antoine, la main posée sur l'épaule de sa fille, souriait avec une fierté non dissimulée. La conférence de presse fut suivie d'une réception où Léonie, malgré sa timidité initiale, se révéla une ambassadrice naturelle du projet, expliquant avec passion à quiconque voulait l'entendre comment l'art l'avait aidée à surmonter la perte de sa grand-mère. « Elle est extraordinaire », commenta Sophie Valentin, la sœur d'Antoine, qui avait fait le déplacement depuis le Tchad où elle dirigeait un programme médical. « Elle a complètement transformé mon frère. Je ne l'ai jamais vu aussi humain. »« Il me transforme aussi, » répondit simplement Léonie. « Avant, je pensais que les adultes riches étaient tous méchants et égoïstes, mais lui, il m'écoute vraiment, et il change des choses juste parce que je le lui demande. » Sophie éclata de rire. « Oh ma chérie, si tu savais combien de PDG et de ministres ont essayé de faire changer d'avis mon frère sans y parvenir, tu possèdes un super pouvoir. » Léonie sourit, un sourire qui illumina son visage constellé de taches de rousseur. « Ce n'est pas un super pouvoir, c'est juste de l'amour, je crois. » La soirée fut un succès retentissant. Les promesses de dons affluèrent, dépassant les espérances les plus optimistes. Des partenariats se dessinèrent avec des écoles d'art, des hôpitaux, des fondations internationales. Le projet des bouchons de l'espoir prenait une ampleur que même Antoine n'avait pas anticipée. Mais le véritable moment fort pour lui fut lorsque, rentrant à l'appartement bien après l'heure habituelle du coucher de Léonie, il la trouva endormie sur le canapé du salon, blottie contre Madame Fournier, qui n'avait pas eu le cœur de la mettre au lit avant le retour de son père. « Elle a insisté pour vous attendre, monsieur, » expliqua la gouvernante en se levant doucement. « Elle voulait savoir combien de promesses d'aide vous aviez reçues. » Antoine sourit, ému par cette sollicitude. Il prit délicatement sa fille dans ses bras pour la porter jusqu'à sa chambre. Léonie s'éveilla à moitié pendant le trajet, murmurant d'une voix ensommeillée. « On a réussi, papa ?»« Oui, ma puce, » chuchota Antoine. « On a réussi. Tu peux être fier de toi. »« De nous, » corrigea-t-elle, avant de se rendormir contre son épaule. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Entre la mise en place administrative de la Fondation, les premiers ateliers pilotes dans un hôpital pédiatrique parisien et ses responsabilités habituelles à la tête du groupe industriel, Antoine jonglait avec un emploi du temps surchargé. Mais pour la première fois de sa vie, cette frénésie avait un sens qui dépassait la simple accumulation de richesses ou de pouvoir. Léonie, de son côté, s'épanouissait dans son rôle d'ambassadrice junior de la Fondation. Chaque mercredi, après-midi, jour où elle n'avait pas école, elle accompagnait Antoine dans un hôpital ou un foyer d'accueil, montrant aux enfants comment transformer de simples bouchons en œuvres d'art personnelles chargées de signification. « Tu vois, celui-là, il peut représenter ta colère », expliquait-elle à un petit garçon hospitalisé pour une leucémie. « Et celui-là, ta joie, tu les places comme tu veux pour raconter ton histoire. » Sa simplicité et son authenticité touchèrent les enfants bien plus que n'importe quel discours d'adulte. Bientôt, des cartes au trésor multicolores fleurirent sur les murs des chambres d'hôpital, chacune racontant une histoire unique de combat, d'espoir et de résilience. Un soir, alors qu'ils rentrèrent d'une visite particulièrement émouvante à un centre pour enfants réfugiés, Léonie posa une question qui trottait dans sa tête depuis longtemps. « Papa, comment ta voiture a-t-elle pu perdre le contrôle ce jour-là? Tu as dit que tu étais un bon conducteur. » Antoine, surpris par cette interrogation soudaine, hésita. Il n'avait jamais abordé certains aspects de l'accident avec elle, jugeant qu'ils étaient trop perturbants pour une enfant de son âge. « C'est vrai, » admit-il finalement. « J'ai toujours trouvé ça étrange, moi aussi. La voiture était neuve, la route était sèche. » « Alors pourquoi ?» Antoine soupira. « La police a conclu à une défaillance mécanique imprévisible. Ces choses arrivent, même avec les meilleures voitures. »
Léonie sembla accepter cette explication, mais Antoine, lui, sentit un malaise familier l'envahir. Car la vérité qu'il gardait soigneusement enfouie était bien plus troublante. 2 mois après l'accident, alors que les démarches pour obtenir la garde de Léonie étaient en cours, un expert automobile indépendant mandaté par son assurance avait découvert des traces de sabotage sur le système de freinage de sa Maserati. Quelqu'un avait délibérément entaillé une durite, provoquant une fuite lente mais fatale, qui avait rendu les freins inopérants au moment critique. Les soupçons s'étaient immédiatement portés sur Victor Roussel, son ancien associé et ami d'université, évincé du conseil d'administration 1 an plus tôt, après qu'Antoine eut découvert des malversations financières. Victor avait juré de se venger, mais Antoine n'avait jamais imaginé qu'il irait jusqu'à attenter à sa vie. L'enquête policière était toujours en cours, discrète, à la demande expresse d'Antoine qui craignait les répercussions médiatiques. Mais ce soir-là, en regardant Léonie s'endormir paisiblement sur la banquette arrière de la voiture, il se demanda s'il avait eu raison de minimiser la menace. Ses inquiétudes se confirmèrent dès le lendemain. En arrivant à son bureau, il trouva une enveloppe anonyme déposée à l'accueil. À l'intérieur, une simple feuille blanche portant un message découpé dans des journaux, comme dans les films de gangsters. « Ta fille est mignonne. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. » Le sang d'Antoine se glaça. Il convoqua immédiatement son chef de la sécurité, un ancien du GIGN, et lui montra la lettre. « Je veux que vous doubliez la protection autour de Léonie. Discrétion. Absolue. Je ne veux pas l'effrayer. Et contactez l'inspecteur Lambert. Dites-lui que j'accepte de témoigner contre Roussel. » Les jours suivants furent tendus. Antoine refusa que Léonie se rende à l'école, prétextant une série de rendez-vous liés à la fondation qui nécessitèrent sa présence. En réalité, il ne voulait pas la laisser hors de sa vue tant que Victor Roussel serait en liberté. Le 4e jour, alors qu'il visitait un atelier d'art-thérapie dans un quartier populaire de l'Est parisien, Antoine reçut un appel de l'inspecteur Lambert. « Nous l'avons arrêté, monsieur Valentin. Roussel était sur le point de quitter le pays avec un passeport falsifié. Nous avons trouvé des preuves accablantes à son domicile, notamment les outils utilisés pour saboter votre voiture et des photos de surveillance de votre domicile et de l'école de votre fille. » Antoine sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Et les menaces récentes? Également de lui. Il semble qu'il ait complètement perdu pied après sa disgrâce professionnelle. Sa haine envers vous est devenue obsessionnelle. Va-t-il parler aux médias? S'inquiéta Antoine, pensant à l'impact que de telles révélations pourraient avoir sur Léonie. C'est peu probable. Son avocat négocie déjà un accord de plaider coupable en échange d'une peine réduite. La discrétion arrange tout le monde dans cette affaire. En raccrochant, Antoine se tourna vers Léonie qui, à quelques mètres de là, aidait une petite fille à coller des bouchons sur une toile pour former un arbre multicolore. La voir ainsi, concentrée et bienveillante, renforça sa détermination à la protéger de toutes les noirceurs du monde. Ce soir-là, il décida d'une nouvelle politique au sein du groupe Valentin. Désormais, l'éthique des affaires primerait absolument sur la recherche du profit. Tout collaborateur, à quelque niveau que ce soit, pourrait signaler anonymement des pratiques douteuses, sans crainte de représailles. Jamais plus un Victor Roussel ne pourrait prospérer au sein de son entreprise. Alors qu'il finalisait cette directive dans son bureau à domicile, Léonie entra, un nouveau dessin à la main. « Regarde, papa, j'ai dessiné notre fondation comme je l'imagine dans 10 ans. » Sur le papier, des enfants de toutes couleurs formaient une ronde autour d'une montagne de bouchons colorés. Au centre, 2 silhouettes se tenaient par la main, un homme en Messens costume et une jeune fille aux cheveux roux. « C'est magnifique, » commenta Antoine. « Tu nous as dessiné plus grand. »« Ben oui, dans 10 ans, j'aurai 17 ans, » expliqua Léonie comme si c'était une évidence. « Et toi, tu auras des cheveux gris ici, » ajouta-t-elle en pointant ses tempes avec une précision impitoyable. Antoine éclata de rire, ravi de cette projection dans un futur qu'il n'aurait jamais imaginé quelques mois plus tôt. « Tu sais, » dit-il en attirant sa fille contre lui, « avant de te rencontrer, je ne pensais jamais plus loin que le prochain trimestre fiscal ou la prochaine acquisition. Maintenant, je me surprends à imaginer ta remise de diplôme, ton premier jour à l'université, peut-être même. » Il s'interrompit, réalisant qu'il s'aventurait trop loin dans ses projections. « Peut-être même quoi ?» insista Léonie, curieuse.
Peut-être même le jour où tu reprendras les rênes de l'entreprise familiale, si c'est ce que tu souhaites, compléta-t-il doucement. Léonie fit la moue. Je préfère m'occuper de la fondation, ou devenir artiste, ou astronaute, ou vétérinaire pour les éléphants. Je n'ai pas encore décidé. Tu as tout le temps pour ça, rassura Antoine. L'important, c'est que tu sois heureuse. Je suis déjà heureuse, affirma Léonie en se blottissant contre lui, même si parfois mamie me manque, et même si j'aimerais connaître ma maman, un jour. Antoine resserra son étreinte, son cœur serré par cette confidence. Je comprends. Et je te promets que si un jour ta mère souhaite te rencontrer, je ne m'y opposerai pas. Vraiment? S'étonna Léonie. Même si elle m'a abandonné, elle ne t'a pas vraiment abandonné, nuança Antoine. Elle t'a confié à quelqu'un qui pouvait prendre soin de toi mieux qu'elle à ce moment-là. C'était peut-être la décision la plus aimante qu'elle pouvait prendre, étant donné les circonstances. Léonie médita ces paroles, puis demanda « Tu crois qu'elle pense à moi parfois ?»« J'en suis certain, » répondit Antoine avec conviction. « Comment pourrait-elle t'oublier ?» Cette nuit-là, après avoir bordé Léonie, Antoine resta longtemps à la fenêtre de son bureau, contemplant les lumières de Paris. Les événements des derniers mois défilèrent dans sa tête comme un film improbable. L'accident, la découverte de sa paternité, la maladie d'Élisabeth, l'arrivée de Léonie dans sa vie, la fondation, les menaces de Victor. Il avait l'impression d'avoir vécu plus intensément ces 6 derniers mois que les 15 années précédentes, comme si le temps avait soudain pris une autre dimension, plus riche, plus profonde. Son téléphone vibra, l'arrachant à ses réflexions. C'était un message de sa sœur Sophie, accompagné d'une photo prise lors du lancement de la fondation. Léonie et lui, main dans la main face à l'Assemblée. « Tu as enfin trouvé ta voie, grand frère. Je suis fier de vous deux. » Antoine sourit. « Oui, » murmura-t-il pour lui-même, « nous avons trouvé notre voie. » 3 ans s'étaient écoulés depuis la création des Bouchons de l'Espoir. 3 années pendant lesquelles la Fondation avait dépassé toutes les espérances, étendant ses programmes à travers la France et commençant même à s'implanter dans d'autres pays européens. 3 années qui avaient vu Léonie, désormais âgée de 10 ans, s'épanouir comme une fleur rare et précieuse. En ce jour ensoleillé de septembre, la fillette, presque une préadolescente maintenant, se tenait devant l'entrée de sa nouvelle école, l'Institut des Arts Créatifs de Paris, un établissement expérimental qui combinait enseignement traditionnel et formation artistique poussée. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne à l'intérieur ?» demanda Antoine, tentant de dissimuler son appréhension derrière un sourire encourageant. Léonie leva les yeux au ciel, avec cette expression mi-exaspérée, mi-attendrie qu'elle réservait aux inquiétudes excessives de son père. « Papa, j'ai 10 ans, pas 5. Je peux entrer toute seule dans une école. » Antoine acquiesça, s'efforçant de respecter ce besoin d'indépendance qui s'affirmait chaque jour davantage chez sa fille. « Bien sûr, tu as raison. Je voulais juste... »« Je sais, » l'interrompit doucement Léonie, serrant brièvement sa main. « Tu veux me protéger, mais je vais bien, vraiment. » Elle ajusta son sac à dos orné de pins colorés et de bouchons transformés en broches artistiques, sa signature, personnelle qui lui avait valu le surnom de fille aux bouchons, dans son ancienne école. « Tu viens me chercher à 16h30 » demanda-t-elle, offrant ce compromis à la surprotection paternelle. « J'y serai, » promit Antoine. « Bonne chance pour ta première journée. Tu vas tous les éblouir. » Léonie sourit, révélant l'appareil dentaire qu'elle portait depuis 2 mois. Un rappel de son passage de l'enfance à l'adolescence qui serrait parfois le cœur d'Antoine. « À ce soir, papa !» lança-t-elle avant de se diriger d'un pas décidé vers l'entrée de l'école, ses cheveux auburn flottant dans la brise matinale. Antoine la regarda s'éloigner, submergé par une vague d'émotions contradictoires. Fierté de voir sa fille si confiante. Mélancolie face à ces années d'enfance qui filaient à toute vitesse. Gratitude pour chaque jour passé à ses côtés, et toujours présente en arrière-plan, cette crainte sourde que quelque chose ou quelqu'un puisse un jour lui enlever ce bonheur qu'il n'avait jamais cru mériter. Le procès de Victor Roussel s'était conclu l'année précédente par une condamnation à 12 ans de prison pour tentative d'homicide. La menace qu'il représentait s'était évanouie, mais Antoine restait vigilant, conscient que sa position et sa fortune pouvaient attirer d'autres dangers. Il s'arracha à sa contemplation et remonta dans sa voiture. Non plus une rutilante Maserati, mais une berline hybride plus modeste,
choix qui reflétait sa nouvelle philosophie de vie moins ostentatoire. En arrivant au siège du groupe Valentin, il fut accueilli par Laurent Moreau. Toujours aussi efficace, mais désormais plus détendu depuis qu'Antoine avait adopté un rythme de travail plus raisonnable. « Bonjour, monsieur. Valentin, comment s'est passée la rentrée de Léonie ?»« Très bien, » répondit Antoine avec un sourire. Elle était impatiente de commencer. Cette école semble faite pour elle. « J'en suis certain, » approuva Laurent. Ses œuvres exposées dans le hall impressionnent tous nos visiteurs. Notre jeune artiste a un véritable don. Antoine acquiesça, touché par cette reconnaissance du talent de sa fille. Les murs autrefois austères du siège social s'étaient progressivement couverts des créations de Léonie, tableaux composés de bouchons recyclés, sculptures colorées, collages inventifs. Loin d'y voir une décoration enfantine déplacée dans un environnement professionnel, les employés du groupe avaient adopté ces œuvres comme des symboles de la transformation de l'entreprise vers plus d'humanité et de créativité. « Votre première réunion commence dans 10 minutes, rappela Laurent. Et n'oubliez pas que vous devez partir à 15h45 pour aller chercher Léonie. C'est noté. Merci, Laurent. La journée de travail s'écoula rapidement, ponctuée de réunions productives et de décisions stratégiques. L'une des plus importantes concernait l'expansion internationale des Bouchons de l'Espoir. Avec l'ouverture prochaine d'un centre à Barcelone et des discussions avancées pour un partenariat avec un grand hôpital pédiatrique de Milan. À 15h30, comme prévu, Antoine quitta son bureau, laissant en suspens une visioconférence avec des investisseurs américains. Ce départ anticipé, impensable 3 ans plus tôt, était désormais une habitude acceptée par tous. Le PDG intransigeant et workaholic s'était transformé en un leader plus équilibré, qui avait compris que sa présence dans la vie de sa fille valait tous les contrats du monde. Sur le trajet vers l'école, Antoine réfléchissait à la soirée qu'il avait prévue pour célébrer cette rentrée spéciale. Un dîner au restaurant favori de Léonie, puis une surprise qu'il gardait secrète depuis des semaines, 2 billets pour le spectacle du Cirque du Soleil que sa fille rêvait de voir. Arrivé devant l'institut, il se gara et attendit patiemment, observant les groupes d'enfants qui commençaient à sortir. Certains accompagnés de leurs parents, d'autres partant seuls, cartables et étuis d'instruments sur le dos. Léonie apparut parmi les derniers, discutant avec animation avec 2 autres fillettes. En apercevant Antoine, elle leur fit un signe d'au revoir et accourut vers la voiture, les joues rosies par l'excitation. « Alors, cette première journée ?» demanda Antoine, après qu'elle se fut installée à l'avant, privilège récemment accordé, malgré ses réticences initiales concernant la sécurité. « C'était incroyable, papa !» s'exclama Léonie, les yeux brillants. « On a déjà commencé un projet d'art collaboratif, et la prof a adoré mon idée d'utiliser des matériaux recyclés. Et devine quoi? Il y a une fille, Mila, qui fait aussi des créations avec des objets. Trouvez, on a décidé de travailler ensemble. » Antoine sourit, heureux de voir sa fille s'intégrer si rapidement. « C'est formidable. Et les cours plus académiques ?»« Oh, ça va, » répondit Léonie avec une moue qui en disait long sur sa préférence pour les matières artistiques. « La prof de maths est sympa, même si elle donne beaucoup de devoirs. Et en histoire, on va étudier l'art à travers les époques, donc ça, c'est cool. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une feuille couverte de croquis. « Regarde, c'est mon projet pour l'exposition de Noël. Une installation géante en forme de spirale, avec des bouchons suspendus qui représentent les différentes émotions humaines. Qu'est-ce que tu en penses ?»« Je pense que c'est brillant, » répondit sincèrement Antoine, admirant la complexité du dessin préparatoire. « Tu auras besoin d'aide pour la construction. »« Peut-être, » admit Léonie. « Ce serait bien si tu pouvais m'aider pour la structure métallique. Et aussi, j'aurais besoin de beaucoup de bouchons, encore plus que d'habitude. Je suis sûr que les employés du groupe seront ravis de contribuer à ta collecte. La dernière fois, l'équipe comptable a réuni à elle seule plus de 300 bouchons. » Léonie sourit, fière de cet engagement collectif qu'elle avait suscité. « Tu crois que les enfants des hôpitaux pourraient la participer aussi? Envoyer des bouchons décorés avec leurs émotions? C'est une excellente idée, » approuva Antoine, touché par cette volonté d'inclusion. « On pourrait en parler à Dr Girard la semaine prochaine, lors de notre visite à l'hôpital Necker. » Ils arrivèrent au restaurant, un bistrot familial du Marais, où Léonie était accueillie comme une habituée. Le patron, M. Leblanc,
un homme jovial à la moustache imposante, les installa à leur table favorite près de la fenêtre. « Alors, mademoiselle Léonie, comment s'est passée cette grande rentrée ?» demanda-t-il en leur tendant les menus, qu'ils connaissaient par cœur. « Super bien. C'est une école spéciale pour les artistes, » répondit-elle avec fierté. « Je n'en attendais pas moins de vous, » sourit le restaurateur. « Une artiste de votre talent mérite les meilleures écoles. Le plat du jour est un navarin d'agneau aux petits légumes, mais je vous ai gardé des profiteroles pour le dessert, je sais que vous les adorez. » Le dîner se déroula dans une atmosphère joyeuse, Léonie racontant en détail chaque moment de sa journée. Antoine l'écoutait attentivement, posant des questions, riant à ses anecdotes, savourant ces instants de complicité qui étaient devenus le cœur de son existence. Au moment du dessert, alors que Léonie attaquait avec enthousiasme ses profiteroles, le téléphone d'Antoine vibra. Il jeta un coup d'œil discret à l'écran et sentit son cœur manquer un battement. Le message venait d'un numéro inconnu, mais le contenu ne laissait aucun doute sur son expéditeur. « Je suis à Paris. Il est temps que je rencontre ma fille. Camille. » Antoine fixa l'écran, incapable de détacher son regard de ces mots qui venaient bouleverser l'équilibre soigneusement construit de leur vie. Camille, la mère de Léonie, de retour après 7 ans d'absence totale. « Papa, ça va ?» La voix inquiète de Léonie le ramena à la réalité. Il s'efforça de sourire normalement. « Oui, ma puce, juste un message de travail. »« Tu avais l'air bizarre, » insista-t-elle, perspicace comme toujours. « Ce n'est rien d'important, » la rassura-t-il, rangeant son téléphone. « Alors, prête pour ta surprise ?» Les yeux de Léonie s'illuminèrent instantanément, toute suspicion oubliée. Une surprise. Quelle surprise! Antoine sortit de sa poche intérieure 2 billets qu'il présenta avec une flourish théâtrale. Cirque du Soleil, ce soir à 20h. Premier rang. Le cri de joie de Léonie attira l'attention des autres clients, mais ni elle, ni Antoine n'y prêtèrent attention. Elle contourna la table pour se jeter dans ses bras, renversant presque son verre de limonade au passage. « Merci, merci, merci. J'en rêvais. » Antoine la serra contre lui, savourant cet instant de bonheur pur, tout en s'efforçant de repousser l'anxiété que le message de Camille avait fait naître. Ce soir appartenait à Léonie, à leur complicité, à cette vie qu'ils avaient construite ensemble. Les complications attendraient demain. Le spectacle fut à la hauteur de leurs attentes, un éblouissant mélange d'acrobatie, de poésie visuelle et de musique, qui laissa Léonie bouche bée et inspira déjà à son esprit créatif de nouvelles idées pour ses propres œuvres. Sur le chemin du retour, blottie contre son père dans le taxi qui les ramenait vers leur appartement, elle murmura d'une voix ensommeillée « C'était la meilleure journée de ma vie, papa. » Antoine embrassa le sommet de sa tête, ému par cette déclaration simple mais profonde. « Pour moi aussi, ma chérie. » Une fois Léonie endormie, épuisée par les émotions de la journée, Antoine s'installa dans son bureau et relut le message de Camille. Après un long moment d'hésitation, il répondit « Nous devons parler avant que tu ne rencontres Léonie. Demain, 10h, café Les Deux Magots. » La réponse fut quasi immédiate. « J'y serai. » Cette nuit-là, Antoine dormit peu, assailli par des questions sans réponse. Pourquoi Camille revenait-elle maintenant? Que voulait-elle exactement? Quelles seraient les conséquences de ce retour sur Léonie, sur leur équilibre familial si chèrement acquis? Le lendemain matin, après avoir déposé Léonie à l'école, avec la promesse de la retrouver pour le déjeuner, il se dirigea vers le célèbre café de Saint-Germain-des-Prés, le cœur lourd d'appréhension. Il la reconnut immédiatement, malgré les années écoulées. Assise à une table en terrasse, Camille avait conservé cette beauté bohème qui l'avait séduit lors de leur brève idylle provençale. De longs cheveux auburn, la même teinte que ceux de Léonie, réalisa-t-il avec un pincement au cœur, des yeux verts en amande, un visage aux traits délicats. Elle portait une robe d'été fleurie et un châle en soie colorée, fidèle au style artistique qu'il lui avait connu. « Antoine », dit-elle simplement lorsqu'il s'approcha. « Camille », répondit-il, s'asseyant face à elle. « Ça fait longtemps. »« Presque. 8 ans, » confirma-t-elle avec un léger sourire. « Tu n'as pas beaucoup changé. Un peu plus de gravité dans le regard, peut-être. »« La paternité change un homme, » répliqua Antoine, incapable de dissimuler une certaine froideur. Surtout quand elle arrive de façon aussi inattendue. Camille baissa les yeux vers sa tasse de café.
Je suppose que je mérite ton ressentiment. Mon ressentiment n'a pas d'importance, trancha Antoine. Ce qui compte, c'est Léonie. Pourquoi? Reviens-tu maintenant, Camille? Après toutes ces années, sans un mot, sans une lettre, sans même un appel pour demander comment elle allait. Camille prit une profonde inspiration. J'ai suivi une thérapie, Antoine, pendant longtemps. Après? Avoir abandonné. Léonie, je suis tombé dans une spirale destructrice. Drogue, mauvaise fréquentation, dépression. J'ai touché le fond il y a 3 ans et j'ai finalement accepté de me faire aider. Elle marqua une pause, semblant chercher ses mots. Mon psychiatre m'a aidé à comprendre que j'avais reproduit avec Léonie ce que ma propre mère avait fait avec moi. Fuir mes responsabilités par peur de ne pas être à la hauteur. Mais contrairement à ma mère, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur mes démons. Et maintenant je suis prête, enfin je crois être prête, à assumer mon rôle dans la vie de ma fille, si tu me le permets. Antoine l'étudia, attentivement, cherchant des signes de manipulation ou de mensonge. Mais tout ce qu'il voyait, c'était une femme visiblement nerveuse, fragile, mais déterminée. Tu sais que j'ai obtenu la garde légale complète de Léonie après le décès. D'Elisabeth? Camille hocha la tête. Oui, j'ai appris pour maman il y a 2 ans. Je n'ai pas eu le courage d'assister aux funérailles. Un autre acte de lâcheté dont je ne suis pas fier. Et comment as-tu su où nous trouver? J'ai vu un reportage sur votre fondation, Les Bouchons de l'Espoir. Léonie y apparaissait, expliquant comment l'art l'avait aidée à surmonter son deuil. Elle était rayonnante, magnifique, tellement plus grande que dans mes souvenirs. Antoine ne put s'empêcher de sourire à cette évocation. Elle est extraordinaire, confirma-t-il avec fierté, courageuse, créative, d'une empathie rare pour son âge. Comme sa grand-mère, murmura Camille, les yeux humides. Oui, et elle a aussi ta sensibilité artistique. Un silence s'installa entre eux, moins tendu qu'au début de leur rencontre. « Que veux-tu exactement, Camille ?» demanda finalement Antoine. « Un droit de visite? La garde partagée ?» Camille secoua vivement la tête. « Non, rien de tout ça. Je ne vais pas bouleverser sa vie en m'imposant comme ça après tant d'années. Je voudrais juste la connaître, être présente d'une façon ou d'une autre, peut-être comme une amie pour commencer, si elle veut bien de moi. » Antoine considéra cette requête, pesant soigneusement les enjeux. D'un côté, il craignait que le retour de Camille ne perturbe l'équilibre émotionnel de Léonie. De l'autre, il savait que sa fille s'interrogeait souvent sur sa mère, dessinant parfois des portraits imaginaires de cette femme qu'il avait mise au monde, puis disparue. « Ce n'est pas à moi de décider, » dit-il finalement. « C'est à Léonie. Je lui parlerai de ta présence à Paris, et si elle souhaite te rencontrer, nous organiserons quelque chose, à ses conditions, à son rythme. C'est plus que ce que j'espérais, » admit Camille avec gratitude. « Merci, Antoine. »« Ne me remercie pas, » répondit-il gravement. « Je fais ça pour Léonie, pas pour toi, et je te préviens. Si tu lui fais du mal, si tu disparais à nouveau de sa vie après avoir ravivé ses espoirs, je ne te le pardonnerai jamais. » Camille soutint son regard. « Je comprends, et je ne te demande pas de me faire confiance immédiatement. Juste de me donner une chance de prouver que j'ai changé. » Antoine acquiesça lentement. « Je vais parler à Léonie ce soir. Je te contacterai pour te faire part de sa décision. » Il se leva, prêt à partir, quand Camille posa doucement sa main sur son bras. « Antoine, merci d'avoir pris soin d'elle, d'être le père que je n'ai pas su être comme mère. » Ces mots, prononcés avec une sincérité évidente, touchèrent Antoine plus qu'il ne voulait l'admettre. Il hocha simplement la tête avant de s'éloigner, l'esprit en ébullition. Ce soir-là, après le dîner, Antoine invita Léonie à s'asseoir avec lui sur le canapé du salon. Il avait répété mentalement cette conversation toute la journée, cherchant les mots justes pour aborder un sujet aussi délicat. « Ma puce, j'ai quelque chose d'important à te dire, » commença-t-il, prenant ses petites mains dans les siennes. Léonie le regarda avec attention, percevant immédiatement la gravité de son ton. « Ta mère est à Paris, » annonça-t-il simplement. « Elle souhaiterait te rencontrer. » Les yeux de Léonie s'écarquillèrent, une myriade d'émotions traversant son visage. Surprise, confusion, espoir, appréhension. « Ma mère? Maman est ici ?» murmura-t-elle, comme si prononcer ces mots pouvait rendre la nouvelle plus réelle. « Oui, je l'ai vue ce matin. Elle... »
Elle a changé, Léonie. Elle a traversé des moments difficiles, mais elle a travaillé sur elle-même. Elle voudrait faire partie de ta vie, d'une façon ou d'une autre. Elle veut m'emmener vivre avec elle? Demanda Léonie, une note de panique dans la voix. Non, pas du tout, la rassura immédiatement Antoine. Notre foyer est ici, ensemble. Rien ne changera cela. Elle souhaite simplement te connaître, peut-être passer du temps avec toi occasionnellement, si tu le souhaites. Léonie resta silencieuse un long moment, triturant le bouchon rouge qu'elle portait toujours en pendentif autour du cou. « Est-ce qu'elle ressemble à la photo que mamie gardait ?» demanda-t-elle finalement. « Oui, beaucoup. Tu as ses cheveux d'ailleurs, et son talent artistique, sans aucun doute. » Un léger sourire effleura les lèvres de Léonie à cette comparaison. « Est-ce qu'elle est gentille ?» Antoine hésita, cherchant à être honnête sans biaiser la perception de Léonie. « Je pense qu'elle essaye de l'être, oui. Les gens peuvent changer, tu sais. Parfois, ils font des erreurs, de grandes erreurs. Mais ensuite, ils trouvent la force de s'améliorer. » Léonie digéra cette information, son jeune esprit traitant cette situation complexe avec une maturité qui impressionnait toujours Antoine. « Je crois que je voudrais la rencontrer, » décida-t-elle finalement. Pas toute seule au début, avec « toi ». « Bien sûr », approuva Antoine, soulagé par sa réaction mesurée. « Nous pourrions l'inviter à déjeuner ce week-end, peut-être, dans un lieu neutre comme le parc ou un restaurant. » « Le jardin des Tuileries », suggéra Léonie après réflexion. « On pourrait pique-niquer près du grand bassin. J'aime cet endroit. » « C'est une excellente idée. » Léonie se blottit contre lui, silencieuse mais pensive. Puis elle demanda d'une voix à peine audible « Tu crois qu'elle m'aimera ?» Le cœur d'Antoine se serra devant cette vulnérabilité soudaine. « Ma chérie, elle t'aimera forcément. Comment pourrait-elle ne pas t'aimer? Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Léonie sourit à cette affirmation rassurée. « Même si elle m'aime, toi tu resteras toujours mon papa, mon vrai papa. »« Toujours, » promit Antoine, embrassant son front. « Rien ne changera jamais ça. » Cette nuit-là, en bordant Léonie, Antoine remarqua qu'elle avait disposé ses bouchons en un nouveau motif sur le sol de sa chambre. Un cercle parfait avec 3 bouchons plus grands au centre, un rouge, un bleu et un argenté. « Qu'est-ce que ça représente ?» demanda-t-il, curieux. « C'est nous, » expliqua Léonie avec simplicité. « Toi, moi et elle, pour voir si ça peut fonctionner ensemble. » Antoine contempla ce schéma simple mais profond, touché par la sagesse intuitive de sa fille. « C'est un bel arrangement, » dit-il doucement. Léonie acquiesça, les yeux déjà lourds de sommeil. Mamie disait toujours que la vraie magie n'est pas dans les objets, mais dans l'espoir qu'on y met. « Ta grand-mère était une femme très sage, » murmura Antoine. « Je sais, » sourit Léonie. « Bonne nuit, papa. »« Bonne nuit, ma puce. Fais de beaux rêves. » En refermant doucement la porte de sa chambre, Antoine fut envahi par une certitude apaisante. Quels que soient les défis que l'avenir leur réservait, l'adolescence de Léonie, le retour de Camille dans leur vie, les hauts et les bas inévitables de l'existence, ils les affronteraient ensemble, forts de ce lien unique qui s'était forgé entre eux. Car la vraie magie, comme l'avait si bien compris Elisabeth, ne résidait ni dans les bouchons colorés, ni dans la fortune d'Antoine, ni même dans le talent artistique de Léonie. Elle se trouvait dans cette capacité extraordinaire du cœur humain à créer des connexions, à transformer les épreuves en opportunités, à bâtir de l'amour là où il n'y avait que solitude. Et cette magie-là, rien ni personne ne pourrait jamais la leur enlever.